Voilà, alors juste quelques mots pour vous présenter. Serge et Carole... Oui, on va y aller très vite. Serge et Carole sont tous les deux universitaires, psychothérapeutes et passionnés par la relation de couple. Ce couple, ils le vivent ensemble comme un laboratoire de croissance et ils aiment à faire partager leur expérience avec les personnes qui viennent vers eux, que ce soit nous qui sommes là pour les écouter ou qui viennent pour que vous les accompagniez, j'imagine. Alors depuis plus de 20 ans, je pense, vous avez pratiqué comme psychothérapeute et encore, je pense, comme psychothérapeute. Vous avez aussi animé des groupes. Et ce soir, vous venez avec ce sujet, lutte de pouvoir et rapport de force dans le couple. Oui, ce que je voulais dire encore, c'est que vous avez écrit des livres. C'est aussi une manière par laquelle vous communiquez votre expérience. Il y a eu ce livre, comme tu me l'as jamais dit, qui parle de la relation intime dans le couple. Il y a la colère, cette émotion mal aimée. Et il y a comment bien se disputer en couple. Voilà, donc ça nous dirige vers le sujet de ce soir. Et donc, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous allons vous écouter, j'imagine, voir comment transformer ces luttes de pouvoir, peut-être en rapport de force enracinant, solide, joyeux, et aussi pour que nous puissions peut-être de là permettre au monde d'être un peu plus paisible, un peu plus harmonieux. Alors, on ouvre grand nos oreilles. Ok, c'est moi qui commence. On a décidé ça ensemble. Alors, le rapport de force dans le couple. Sujet difficile et délicat. On a beaucoup travaillé sur cette conférence parce qu'on s'est rendu compte que c'était un sujet extrêmement complexe, compliqué, qui avait plein de ramifications et on pouvait se perdre à droite, à gauche, dans des tas de petits chemins intéressants. Mais on a essayé de simplifier pour que ce soit clair. Alors du coup, peut-être on va perdre un peu parfois des nuances. Alors, j'espère que vous serez indulgents face à cette audace que nous avons eue de parler des rapports de force dans le couple. Parce que c'est un sujet délicat, parce que personne n'aime en parler en fait. Les gens disent non, nous, il n'y a pas de rapport de force entre nous on s'aime, alors pas de rapport de force. Bon. Donc délicat, pourquoi ? Parce que ce mot, rien que le mot rapport de force, tout de suite, on se crispe. On entend lutte de pouvoir, on entend bras de fer, on entend bagarre. Alors qu'en fait, rapport de force, c'est simplement un rapport entre deux forces. Donc, c'est ça qui était difficile aussi, comme j'ai dit, d'essayer de simplifier pour que ça soit plus clair et qu'on puisse l'utiliser dans son couple. Donc on a plein d'idées préconçues sur ce sujet. Il est compliqué, mais on va essayer de voir comment ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire comment ne pas jeter la puissance avec l'abus de pouvoir. Alors, une remarque quand même par rapport à tout ce qu'on va dire ici ce soir, nous ne parlerons pas des couples qui sont gravement dysfonctionnels, c'est-à-dire pas de névrose grave, par exemple des couples où il y a de la maltraitance, de la malveillance, de la perversion, on parle aujourd'hui beaucoup, le harcèlement, etc. Donc on ne va pas parler de ça, parce que c'est quand même une minorité, heureusement, de personnes et de couples qui vivent ça. On va plutôt essayer de parler des couples comme nous, le couple moyen, qui essaye de vivre en harmonie l'un avec l'autre. Alors, le rapport de force. Donc, comme j'ai dit, le mot rapport de force, on entend bras de fer, bagarre. Pourtant, un rapport de force, c'est quelque chose qui existe toujours. Dès qu'il y a deux entités, on peut parler d'un rapport de force entre des pays, entre des personnes, entre des clubs de sport, entre des entreprises. Il y a comment ces forces vont interagir l'une avec l'autre. Donc ce soir, nous allons parler du rapport de force dans le couple, puisque c'est l'idée du chemin alliance homme-femme. Donc on va imaginer que le couple est un système et qui, comme tout système, génère un rapport de force.
2 personnes qui ont chacune leur personnalité, leurs valeurs, leurs qualités, leurs défauts. Et on va voir comment ces 2 forces vont interagir l'une avec l'autre. Comment est-ce qu'elles vont s'accommoder l'une avec l'autre sur des thèmes comme quelle est la liberté qu'on se donne chacun, quelles sont les responsabilités que chacun prend dans la relation, quelles sont les décisions, les initiatives que chacun assume dans le couple, dans la famille, dans la vie du couple et dans la vie de la famille. Donc ça, c'est vraiment pour nous la question fondamentale, comment ces 2 forces vont interagir et s'accommoder. Alors, on a aujourd'hui un idéal égalitaire dans le couple. Donc on veut tous trouver un modus vivendi harmonieux, où la responsabilité des tâches et des activités du couple soit partagée de manière égale, 50-50. Alors, c'est une belle perspective, mais c'est très nouveau. Ce n'était pas du tout l'idée. Et en plus, on doit s'aimer. Alors ça, c'est encore quelque chose aussi. C'est aussi un défi. Donc, ce n'est pas facile. Alors, ça, c'est l'idéal. 50-50, on partage les responsabilités, les prises de décision dans le couple. Maintenant, on peut aussi se satisfaire d'une répartition différente, c'est-à-dire où il y aurait une locomotive et puis un suiveur, celui qui suit la locomotive, qui est d'accord que voilà, c'est l'autre qui est celui qui décide et moi je suis. Si les 2 sont d'accord de vivre sur cette manière-là, pourquoi pas? Et de toute façon, ça se passe dans le quotidien du couple. Par exemple, il y a des fois où on se soumet à la décision de l'autre, ou des fois, on veut que l'autre se soumette à notre décision, et parfois, on fait moitié-moitié. Par exemple, en voiture. Ça, c'est le cas typique. Celui qui conduit, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui décide du chemin. Alors, soit on le laisse tranquille, il fait comme il veut, il va où il veut, il tourne où il veut, il va à la vitesse qu'il veut, tout ça. Ou alors, on n'est pas d'accord et on dit « Non, attends, mais freine, tu vas trop vite, tourne ici à droite. » On se mêle de son chemin. Et donc, c'est là où le rapport de force commence soit à changer, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus un qui décide de tout et l'autre qui suit, mais les 2 veulent, en tout cas celui qui est passager, il veut aussi avoir son mot à dire. Donc, il y a un rapport de force qui commence à se mettre en marche là et savoir qui décide quoi. Donc voilà, ça se met en place ce rapport de force dans un couple. Comment ça se passe? Comment se crée cette répartition? Comment se crée cette idée qu'il y en a un qui décide et puis l'autre qui suit, ou bien on fait ça moitié-moitié? En fait, ça se passe de manière très implicite au départ. Au départ, dans un premier temps, quand on est amoureux, déjà, on fait tout ensemble. Alors, tout est partagé. On fait ses courses ensemble, on fait le ménage ensemble, on sort ensemble. C'est génial, on fait tout ensemble. On regarde la télé, enfin, tout est à 2. Et s'il y en a un qui prend l'initiative et que l'autre n'est pas très d'accord, mais il va quand même le suivre. Parce qu'on est amoureux, c'est pas grave, etc. Mais petit à petit, de manière insidieuse, il y a comme ça des places qui vont se faire. Et donc, on voit aussi que petit à petit, dans la vie de couple, les tâches et les activités vont se répartir. Au fur et à mesure des mois ou des années qui passent, on ne fait plus tout ensemble. On n'a plus le temps. C'est beaucoup moins efficace. S'il fallait chaque fois faire les courses ensemble, et le ménage, et conduire les enfants à l'école, enfin, je veux dire, ça ne va pas. Parce qu'en plus, il faut travailler, tout ça. Bon. Donc, on va faire ça tranquillement, et toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Mais on ne se le dit pas aussi clairement, en fait. Ça se fait de manière implicite. Alors, quelles sont les choses, en fait, comment est-ce qu'on décide de manière implicite ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas dans les tâches et les activités de la maison? Alors, la plupart du temps,
ce que j'ai remarqué, disons, dans ma vie privée, avec mes amis, mais aussi dans ma vie professionnelle, c'est qu'on choisit très fréquemment ce que l'on a vu faire par sa mère si on est une femme et par son père si on est un homme. Donc on va assez spontanément, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais assez facilement se mettre un petit peu dans les traces de son père pour un homme, dans les traces de sa mère pour une femme. On peut aussi décider que, voilà, moi je fais telle et telle chose parce que c'est aux femmes de faire ça. Et puis moi je fais, par exemple, le jardinage, c'est une histoire de mec. Alors moi je suis un homme, je vais faire le jardinage. Bon, on ne se le dit pas aussi clairement, hein, mais enfin on va dans ce sens-là. On fait aussi des choses, on choisit aussi des domaines parce qu'on considère que c'est notre devoir de le faire. Malheureusement, assez rarement, on le choisit parce qu'on a plaisir à faire telle ou telle activité ou telle tâche. Et quand même, on choisit aussi telle ou telle tâche parce qu'on se sent compétent là-dedans. Donc, on peut dire que quand on est responsable d'une tâche ou d'une activité dans la vie, dans la sphère privée, du couple et de la famille, on peut dire qu'on a le pouvoir à propos de cette tâche ou de cette activité. C'est moi qui décide, donc c'est moi qui ai le pouvoir. Alors de nouveau, j'utilise le mot pouvoir, aïe aïe aïe, on n'aime pas ce mot. Non, il n'y a pas de question de pouvoir entre nous, on s'aime, il n'y a pas de rapport de force, on s'aime. Alors que, pour moi, le mot pouvoir, c'est... Pourquoi on ne l'aime pas ? Parce qu'on l'associe avec abus de pouvoir. Quand on entend « j'ai du pouvoir », ça veut dire que je vais en abuser. Ou « il a du pouvoir », il va en abuser. Donc on confond le mot « pouvoir », souvent, trop souvent malheureusement, avec le mot « abus de pouvoir ». Alors que l'abus de pouvoir, c'est la domination autoritaire qui génère de la peur. L'abus de pouvoir utilise l'humiliation, le jugement, les cris, les menaces, les coups. Et donc ça, c'est de l'abus de pouvoir. Mais au contraire, on peut utiliser le mot pouvoir dans un sens positif, c'est-à-dire mon pouvoir, ce sont mes compétences, mes capacités, ma force, que je mets au service d'une coopération avec l'autre. C'est la confiance dans mes capacités de prendre responsabilité, de prendre des décisions, que je mets au service de la collaboration avec mon partenaire, pour le bien de notre couple et de notre famille. Donc, pour moi, vraiment, le pouvoir, c'est plutôt la capacité à prendre la responsabilité de ses actes et à assumer ses décisions. Donc, c'est vraiment se sentir... Et pour ça, il faut bien sûr se sentir centré et avoir accès à son être, à ses besoins et pouvoir les transmettre. Donc, si nous acceptons le mot pouvoir dans ce sens noble, on va dire, alors on peut dire que dans un couple, on se partage le pouvoir selon les activités et les domaines où chacun est compétent. Ça, c'est la perspective idéale et égalitaire. Chacun prend des initiatives dans les domaines où il ou elle se sent compétent ou compétente. Chacun, donc, sera responsable de certaines tâches et certaines activités du couple et de la famille. Chacun aura un certain pouvoir. Et donc, comment est-ce que... Enfin, plutôt, quelles sont ces tâches et ces activités qu'on peut se répartir dans un couple ? Alors, c'est évidemment des choses très terre à terre, mais moi, j'aime bien ce côté un peu concret de la vie de couple, parce que ça nous amène vraiment à se coltiner avec la matière et avec la vie et avec le quotidien tel qu'il est. Donc, les tâches et les activités. Le premier grand domaine, évidemment, c'est la maison, c'est-à-dire les courses, les repas, la vaisselle, le rangement, le nettoyage, la lessive, c'est beaucoup de choses qui sont très importantes dans le quotidien de tout le monde. La décoration, le bricolage,
le jardinage, les voitures, etc., etc. Donc il y a vraiment plein de sous-groupes à ce grand domaine de la maison. Il y a l'administration aussi, qui est un des grands domaines où le couple est important, enfin, a des choses à vivre et à faire. Il y a payer les factures, il y a faire des investissements, gérer un budget. Il y a l'argent, évidemment, qui est très important aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Est-ce qu'on met tout dans un compte commun? Est-ce qu'on se répartit l'argent? Comment est-ce qu'on fait avec nos fortunes? Est-ce que s'il y en a un qui en a et l'autre pas, comment est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on met de l'argent sur un compte commun au prorata de son salaire? Qui gagne plus? Ou est-ce qu'on gagne la même chose? Si on gagne la même chose, est-ce qu'on met tout la même chose dans le compte? Mais si on ne gagne pas la même chose, est-ce qu'on met la même chose sur le compte commun? Voilà. Tout ça, c'est des décisions que le couple doit prendre. Et évidemment, par exemple, celui qui gagne plus d'argent aura plus de pouvoir dans la sphère du domaine de l'argent. La sexualité, c'est aussi un grand domaine, une grande activité de la vie de couple, qui prend des initiatives, qui dit oui, qui dit non, qui participe avec plaisir, sans plaisir, c'est une corvée, c'est pas une corvée, comment ça se joue dans le couple, la sexualité. Les loisirs, hein, ça c'est ça, comment se passent les décisions autour des loisirs dans le couple. Les rapports avec les familles d'origine, ça aussi, c'est vraiment quelque chose où on peut s'affronter, où on peut être d'accord, ou en tout cas il faut en parler. Toute la vie sociale, avec les amis, la culture, le sport, tout ça. La spiritualité, hein, est-ce que c'est quelque chose de partagé? Est-ce qu'il y en a un qui entraîne l'autre de nouveau? Et bien sûr, je ne vais pas l'oublier, les enfants. Ça, c'est aussi un énorme domaine, une énorme activité. Qui fait quoi? Qui amène les enfants à l'école? Qui décide de comment ils s'appellent? L'école où ils vont, la langue qu'ils parlent, les règles de politesse, les règles de vie, tout ça, ce sont tous des domaines. Enfin, c'est un grand domaine des enfants. Et à voir comment le couple se partage ce pouvoir-là. Donc, pour en revenir au rapport de force dans le couple, une fois que cette répartition a été implicitement décidée, on va trouver un rapport de force soit harmonieux, où on est très content de la manière dont chacun gère ses domaines et que ça se passe bien, soit conflictuel. Alors, dans le rapport de force conflictuel, il y a deux formes de rapport de force conflictuel. Il y a les conflits larvés. On n'est pas frontal, on le fait par la bande. Et donc, nous, ce soir, on a décidé, pour être plus clair, qu'on allait appeler ça un jeu de pouvoir. Et puis, il y a le rapport de force conflictuel ouvert, où il y a des disputes, où ça crie, où ça se dispute, les portes qui claquent, etc. Et alors là, on est dans une lutte de pouvoir. Donc il y a rapport de force harmonieux, rapport de force conflictuel, jeu de pouvoir, lutte de pouvoir. Alors, il faut tout à fait dédramatiser, et ça c'est souvent nous qui avons cette idée de dédramatiser les difficultés de la vie et de la vie de couple en particulier, parce que ça fait partie de la vie. On n'est pas au paradis, dans un jardin d'Éden, où... d'ailleurs, on ne grandit pas si tout est merveilleux. Hein. On est juste là, tranquille. Et s'il y a des difficultés, c'est là qu'on grandit, c'est quand on doit traverser des difficultés. Donc, ça nous arrive à tous, dans notre vie de couple, il y a toujours, à un moment donné ou un autre, des jeux de pouvoir ou des luttes de pouvoir. Il y a forcément toujours des moments où c'est conflictuel, où on n'est pas d'accord avec l'autre et où on le manifeste, soit frontalement par une dispute, soit par la bande, par un jeu de pouvoir. Et donc, plutôt que d'essayer de nier le rapport de force en disant non, 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 on va plutôt essayer d'entrer dedans et de le comprendre. Ça va ? Bien.
Vous me suivez? C'est chaud. Alors, on observe le plus souvent dans un couple que chacun est responsable à peu près dans son domaine à 70%, et l'autre donc sera responsable à 30% de ce domaine. Soit qu'il donne son avis, soit qu'il donne des conseils quand on lui demande, soit qu'il donne son aide et son soutien. Donc il a une fonction complémentaire dans le domaine du premier. Par exemple, alors je vais vous donner plusieurs exemples, enfin les exemples dans un couple assez classique. C'est encore finalement ce qu'on trouve beaucoup, malgré des décennies de tentatives de changer les choses. En tout cas, dans un couple hétérosexuel moyen, c'est encore comme ça que ça se passe. Les courses, je disais un des domaines, les courses. Madame est responsable de la gestion des courses. Elle fait la plupart du temps ses courses, mais parfois elle demande à monsieur d'aller faire les courses, donc de l'aider. Mais elle lui fournit la liste. Bon, il peut peut-être ajouter 2-3 trucs s'il a envie, mais il doit faire la liste. Donc on va dire que dans ce domaine des courses, madame est responsable à 70% du domaine des courses et monsieur à 30%. La sexualité. Monsieur est responsable de prendre toutes les initiatives dans la sexualité. Et madame, chaque fois que monsieur lui demande, est d'accord. Donc on va dire que monsieur est responsable à 80% de la sexualité et madame à 20%. Puisque madame est clairement suiveuse, ce n'est pas elle qui prend les initiatives dans ce domaine. Les vacances. Madame et monsieur choisissent ensemble leur lieu de vacances et madame et monsieur font ensemble les démarches devant Internet pour réserver le train, l'avion, l'hôtel, etc. Donc on peut dire qu'ils sont responsables à 50% chacun du domaine des vacances. Dernier exemple, pour un peu de tableau, monsieur s'occupe complètement de payer les factures, c'est lui qui paye toutes les factures, d'écrire aux administrations, de négocier les contrats d'assurance, etc. Il informe simplement madame de ce qu'il fait et des décisions qu'il prend. Monsieur est responsable à 100% de l'administration, du domaine de l'administration du couple. Voilà, c'est un exemple, évidemment, mais c'est un peu pour que vous compreniez ma grille de lecture. C'est une grille de lecture, mais c'est un petit peu pour voir comment ça se joue au niveau du rapport de force, du partage du pouvoir dans un couple. Donc, chacun est plus... Alors, quand on est dans 50-50 dans un domaine, c'est là qu'il y a souvent des bagarres. Parce que, évidemment, 50-50, on a autant de pouvoir l'un que l'autre. Donc, si on n'est pas d'accord, soit on se bagarre, soit on négocie. Quand on a 70 ou 80% de pouvoir dans un domaine, on a le pouvoir. Donc, on se bagarre beaucoup moins. L'autre est suiveur, l'autre est soutien, mais ce n'est pas lui qui décide. Donc, là, on n'est pas dans un rapport égalitaire. Mais avec notre idéal d'égalité dans le couple, ce qu'on veut, en fait, c'est l'équilibre du pouvoir de manière globale. C'est-à-dire que si on additionne plus ou moins les domaines où, par exemple, moi je serais responsable et les domaines où Serge serait responsable, on arriverait à un partage du pouvoir 50-50. C'est clair ? Oui. Ok, super. Alors, si on est là-dedans, c'est parfait, mais s'il y en a un des deux qui est insatisfait de ce rapport de force, alors il est temps de redéfinir ou de définir explicitement le rapport de force. L'un peut trouver qu'il en fait trop, qu'il n'en fait pas assez, l'un peut trouver qu'il fait des choses qu'il n'aime pas, ou encore qu'il les fait par devoir et qu'il en a marre. Il y a des femmes qui disent « oui, ça fait 15 ans que je fais la cuisine, mais en fait, moi, j'aime pas faire la cuisine. » Donc, zut, quoi. Donc, voilà, cette insatisfaction qui est importante. Et si l'un des deux ou les deux sont insatisfaits de leur position haute ou de leur position basse globalement, donc il est temps de renégocier la répartition des tâches et des activités communes. Si les deux sont d'accord
pour discuter de ce rapport de force. La seule difficulté, c'est de se mettre à la table, prendre un papier, un crayon et commencer à décider et regarder tout ce qui se passe. Si on n'est pas d'accord de faire ce travail-là, alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a un rapport de force qui se met en place, mais qui est conflictuel, soit sous forme de jeu de pouvoir, soit sous forme de lutte de pouvoir. Voilà. Et je te passe la parole. Tu vas parler des jeux de pouvoir. Oui. Donc on part de la situation concrète suivante, simple, qui est que le rapport de force qui s'est établi de la manière dont Carole vous l'a exposé devient insatisfaisant pour l'un des deux partenaires. Et alors va se mettre en place, généralement dans un premier temps, parfois ça va suffire, parfois pas, ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle, ce que nous avons décidé d'appeler les jeux de pouvoir. Alors qu'est-ce que c'est un jeu de pouvoir ? Un jeu de pouvoir, je le définis comme un affrontement sournois, non reconnu, implicite. Donc il y a un affrontement, mais ça n'en a pas l'air. Vu de l'extérieur, il n'y aura pas de conflit, pas de dispute, pas de cri. On pourrait dire qu'on est dans une lutte à fleurets mouchetés, ou on pourrait dire aussi dans un bras de fer souriant. Mais où on risque de sourire jaune quand même. Alors je vous donne quelques exemples classiques qui devraient, je pense, ne pas vous être tout à fait étrangers. Tu serais vraiment gentil de débarrasser la table et de sortir le chien. Si tu veux me faire plaisir, mon chéri, pense à fermer la porte des toilettes. Puisque, contrairement à moi, tu as fait la grasse matinée ce matin, je pense que ce serait normal que tu prépares le dîner. Dis-moi, chérie, je me trompe ou ça fait déjà longtemps qu'on n'a plus fait l'amour? Alors, quelque chose d'un peu plus élaboré, mais très courant aussi. Le matin, elle, tu te souviens que je sors ce soir? J'insiste pour que tu sois rentré à 19h. Le soir, 19h15, au téléphone, elle encore. Tu te souviens que je t'avais demandé d'être là à 19h? Il est 7h15, 19h15, et tu n'es pas là. Lui, en plein jeu de pouvoir, ah mince, désolé, j'ai tellement de travail, j'ai pas vu le temps passer. J'ai complètement oublié. Tu sais comme je peux être distrait. Un rien plus agressif, mais encore feutré. J'aimerais bien que dimanche prochain, tu viennes manger chez mes parents avec moi. Parce que si tu ne viens pas, encore une fois, je finirai par être obligé de leur dire que tu ne les aimes pas. Et enfin, très classique, ta fille pleure, est-ce qu'on ne devrait pas la changer? Alors brièvement, si nous décortiquons ces jeux de pouvoir, ces petites phrases, dont j'ai bien compris qu'elles ne vous étaient pas tout à fait étrangères, on y trouve quoi? On y trouve du chantage affectif, on y trouve de la culpabilisation, et on y trouve des menaces plus ou moins voilées. Mais tout ça sans hausser le ton, sans dispute ouverte et sans affrontement explicite. Alors, 2 remarques à ce sujet. Première remarque, l'importance de la question de l'évitement des conflits. Il y en a certainement parmi vous, statistiquement, ce n'est pas possible autrement, qui sont installés dans un évitement plus ou moins systématique des conflits. C'est rare qu'on décide d'éviter les conflits. Simplement, on se retrouve à être quelqu'un ou quelqu'une qui évite les conflits. Si on creuse un peu, qu'on essaie de comprendre ce qui fait qu'il y a chez certains, chez certaines, un tel évitement, une telle volonté d'éviter à tout prix, pratiquement, les conflits, on constate qu'il
il y a une association, une confusion dans l'esprit de la plupart de ces hommes et de ces femmes entre conflit et rupture de la relation. Si je vais dans le conflit, la relation n'y survivra pas. Comme j'ai envie que la relation survive, je m'interdis d'aller dans le conflit. C'est évidemment très dommage, très dommageable, parce que je pense que si on considère que la vie en général et la vie de couple en particulier dans la durée peut se passer sans conflit, on passe à côté d'une vie, j'ai envie de dire, c'est un pléonasme, mais d'une vie vivante. On est dans ce qu'on pourrait appeler un tube étroit, un tube terne, un tube incolore, où il ne se passe pas grand-chose, où c'est peut-être calme apparemment, mais où ça risque surtout d'être très ennuyeux. Parce que ceux qui renoncent au conflit, ceux qui évitent les conflits, en fait, sont prêts à tout pour cet évitement. Et prêts à tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire prêts à ne pas exprimer leurs besoins, a fortiori à ne pas les satisfaire, et donc petit à petit à accumuler du ressentiment, de la frustration et une énergie qu'on pourrait qualifier de victime, qui est aussi quelque chose de très répandu. Alors, encore par rapport à cet évitement des conflits, peut-être ça peut aider votre réflexion, j'espère. Beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans l'évitement systématique des conflits ne le sont pas avec leurs enfants, acceptent, si on peut dire, ou prennent le risque avec les enfants de se mettre en colère ou d'aller dans le conflit. Pourquoi? Parce qu'avec les enfants, en tout cas aussi longtemps qu'ils ne sont pas jeunes adultes, d'une certaine façon, le risque de rupture n'existe pas. Et donc, c'est intéressant de voir, tiens, comment ça se fait que je m'autorise des colères, par exemple, avec mes enfants, et seulement avec mes enfants? Alors, une des raisons possibles, c'est celle que je viens de vous indiquer. Deuxième remarque, parmi les spécialistes des jeux de pouvoir, on trouve un profil psychologique très répandu, dont vous avez déjà entendu parler sans doute, qui sont les passifs-agressifs. Passif-agressif, c'est un sujet passionnant et c'est un sujet que je connais bien parce que je suis un passif-agressif guéri. Et donc, je connais la question de l'intérieur. Le passif-agressif, c'est le gentil garçon ou la gentille fille, parce qu'on peut être passive-agressive aussi, ce n'est pas une exclusivité masculine. Donc, le gentil garçon ou la gentille fille, le complaisant, le toujours d'accord. Si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Celui qui est toujours d'accord sur le choix fait par l'autre de l'endroit où on va en vacances, du film qu'on va aller voir, de l'émission télé qu'on va regarder, du restaurant où on va aller manger. Toujours d'accord. Pas de problème. Moi, ça m'est égal. Si c'est bien pour toi, c'est bien pour moi. Ça a l'air génial comme ça. On te dit, oh, mais vivre avec quelqu'un comme ça, c'est formidable. Ben non, c'est pas formidable du tout. C'est pas formidable du tout parce que le gentil, la gentille, en fait, fait payer très cher cette apparente gentillesse. Et ses outils préférés, j'y ai fait allusion tout à l'heure dans un des jeux de pouvoir, ses outils préférés sont la distraction, la maladresse et le retard. Mais toujours assorti d'un « oh, je suis désolé, je n'ai pas fait exprès ». Il y a une histoire comme ça qui me revient, une vieille histoire. Je trouve qu'elle est tellement forte et symbolique. Un couple est au cinéma, c'est l'entracte. Madame demande à monsieur d'aller lui acheter un coca. Monsieur revient avec un coca. Ça fait 22 ans qu'on vit ensemble. Ça fait 22 ans que je bois du Coca Light. Et tu me rapportes un coca. Oh, mon Dieu, désolé. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Mon œil, je veux dire... j'ai pas oublié. Si je suis vraiment honnête... C'est pas facile pour un passif-agressif, mais dans des moments de lucidité, je t'ai rapporté un coca, sachant très bien que tu bois du Coca Light pour te faire chier. Un petit mot de la bouderie, qui est aussi un jeu de pouvoir. Donc on ne va pas dans le conflit explicite, mais pendant quelques heures, quelques jours, il y en a qui tiennent des semaines, simplement on ne parle plus à l'autre. On fait comme s'il n'existait pas, comme s'il n'était pas là. Donc c'est un jeu de pouvoir, c'est un jeu de pouvoir redoutable et, à mon avis, d'autant plus détestable que le premier ou la première punie dans l'histoire, c'est le boudeur. Il ne punit pas seulement l'autre, mais il se punit lourdement lui-même. Donc,
Si vous réalisez ce soir que vous êtes systématiquement dans l'évitement du conflit, c'est le moment d'y réfléchir et peut-être d'envisager de faire un autre choix. Non, c'est bon. Toi, c'est bon. Ouais. Alors moi, je vais juste vous dire trois choses à propos de la lutte de pouvoir, hein, après Serge qui parlait des jeux de pouvoir. Donc la lutte de pouvoir, comme ce soir, comme grille de lecture, ce qu'on vous proposait donc, c'était le conflit ouvert, c'est-à-dire la dispute, c'est explosif, il y a des cris, des portes qui claquent, etc., la colère, c'est fort, quoi. Alors, il peut y avoir des luttes de pouvoir éphémères dans un couple qui ne remettent pas en question tout le rapport de force. Ça peut être simplement une lutte de pouvoir si on n'est pas d'accord sur une décision à prendre, sur une manière de faire, sur une règle de vie, hein, sur, comme tu disais, fermer la porte des toilettes ou enlever les chaussures quand on rentre à la maison. Voilà, moi j'aimerais que tu les enlèves, toi tu ne veux pas les enlever. Bon, et là, on se dispute, donc c'est une lutte de pouvoir. Qui c'est qui va gagner, qui fait qu'on va les enlever, ces chaussures, ou on va les garder. Donc c'est ça que je veux dire par les luttes de pouvoir éphémères, c'est ces petits moments où tout d'un coup on n'est plus d'accord et puis il peut y avoir une dispute. Alors, bien sûr on se dispute et puis après il faut résoudre ce conflit. Et donc là, on utilise toutes les techniques de communication, de résolution de conflits qu'on connaît maintenant, heureusement, de plus en plus, mais dont Serge vous reparlera tout à l'heure. En tout cas, mais d'abord, s'il y a une remise en question de fond du rapport de force dans le couple, alors ça veut dire qu'il est temps de passer de l'implicite à l'explicite. On n'est plus d'accord au niveau de la répartition globale. Et alors, comment on sait que c'est ça qui est le problème, souvent dans les luttes de pouvoir? C'est qu'on se dispute tout le temps. Il y a beaucoup de couples comme ça, et ça se passe environ vers 10, 12 ans de vie de couple, parce que voilà, on s'est mis ensemble, les pouvoirs se sont un peu mis en place de manière implicite, puis il y a eu les enfants, la maison, le travail, et tout ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc voilà, on a avancé un peu la tête dans le guidon. Et puis tout d'un coup, les enfants sont plus grands, on est un peu plus confortable dans sa carrière, on a acheté la maison, les travaux sont finis, hein, ça fait 10-12 ans qu'on est ensemble, et là, ouf, on va pouvoir se coltiner avec ce rapport de force et cette répartition du pouvoir qu'on a créé 10 ans auparavant et qu'il est temps maintenant de remettre à jour parce que peut-être simplement on a changé aussi. Et donc, c'est un indicatif de ces moments de lutte de pouvoir, de remise en question de fond de la répartition du pouvoir dans le couple, c'est quand on se dispute tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour. Les couples disent tous, on se dispute pour des bêtises, on se dispute pour rien, le moindre truc et ça s'enflamme. Et donc ça, c'est vraiment pour moi, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, le signe qu'il est temps de se mettre à table et de rediscuter cette répartition du pouvoir. Voilà, se mettre à table, et puis tu me disais, il faut que j'explique comment faire, mais ça, c'est à chacun un petit peu de voir comment il veut faire ça, et déjà se dire, bah tiens, qu'est-ce que je fais moi? C'est là où est-ce que moi j'ai la responsabilité, ou est-ce que l'autre a la responsabilité, est-ce qu'on est d'accord? Enfin, voilà, c'est tout un travail à faire qui est intéressant, et ça ne se fait pas en 5 minutes, hein, parce que c'est prendre des mois, peut-être même des années, pour justement retrouver un nouveau rapport de force harmonieux. Ouais. Voilà. Notre première partie est terminée. Oui, cette partie-ci, que donc voilà, un de nos apports, c'est donc avec l'improvisation, nous allons faire une scène qui sert votre propos théorique avec votre matière à vous. Donc votre matière à vous, ben en fait... Le petit papier. Le petit papier que vous avez reçu, un petit papier blanc. Bien, il n'a pas resté le blanc très longtemps. Je vais demander une petite pause. Eh bien, vous allez nous faire part, c'est donc totalement anonyme. Je précise. Oui, vous défoulez. D'une de ces petites phrases que vous avez déjà soit
eh bien, utilisé ou subi dans vos relations de couple. Ces petites phrases de jeu de pouvoir, ces invitations détournées, c'est... Voilà, allez-y. Posez-nous-en une, essayez d'écrire lisiblement pour qu'on puisse les lire. Nous allons en faire une scène. Ça va être du matériau créatif. Et c'est anonyme, je répète. Ah oui, caché. Là, tout mélange. Très bien. Donc, pour cela, on aimerait bien quelques suggestions d'un endroit où, dans votre couple, vous aimez vous retrouver. Vous aimez vous retrouver en voiture. Dans le lit. À la cuisine. À la cuisine. Sous la douche. Dans le bain. Dans le bain, sous la douche, ok, bon. Dans la salle de bain, on va dire. Oui. Dans mon fauteuil. Dans votre fauteuil à vous. À deux, dans votre fauteuil à vous. Et, oui, ok. Pourquoi à deux dans votre fauteuil à vous? Parce qu'il il est grand, il est confortable. Oui. J'en prends deux. Et lui aussi. Ok. Quelle couleur le fauteuil? Non, on a Ah si, c'est très important. il est recouvert d'un tissu blanc. Recouvert d'un tissu blanc, donc il est vieux, on imagine. C'est mes représentations à moi des fauteuils. Ok, donc c'est un canapé en tissu blanc, grand, parce qu'on a tous les deux mal au dos. C'est pas que... Un fauteuil, pardon. Oui, merci. Je n'ai pas du tout écouté. Très bien, parfait. On se retrouve dans le canapé? En fauteuil. Deux prénoms? Au hasard. Hein. Brigitte et Olivier. Je serai donc Olivier. Enfin. Il est où ce fauteuil dans le salon? La télé en place. La télé en place. C'est parti. Tu vas bien, Olivier? Oui. Est-ce que tu as bien vérifié qu'il y avait de la place à la... cafétéria? Oui, il y a toujours de la place à la cafétéria. Ah oui. Il y a toujours de la place à la cafétéria. Oui, Ah, c'est surprenant, on ne va peut-être pas à la même cafétéria. ah, peut-être, tu as raison. Parce que la fois dernière, quand je suis allé à la cafétéria, le bac du chat a pu se changer tout seul. Hein? Il y a à côté de la cafétéria, est-ce que le bac du chat s'est changé tout seul? Dans ton état, j'imagine que tu ne pourras pas le faire. Justement. Foutu chat. C'est à cause de lui que je suis dans cet état-là. Je suis toujours d'accord. Oui, forcément. Tu es toujours d'accord que le bac du chat se change tout seul? Ça, c'est sûr, oui, je comprends. C'est comme le... Oui, comme quoi? Tu me fais chier! Écoute, je prépare le bac du chat, je fais mon administration.
Hésité. Ah oui. Et tu payes les factures comment alors? Avec le juste prix. Ah oui. Ouf, que c'est cher ça. C'est ça qui nous a coûté l'assurance vie? Parfois, entre ma mère et toi, j'ai choisi. J'ai promis à ma mère que je m'occuperai toujours d'elle. C'est comme ça. Richard, c'est ça. C'est ta mère Je change le bac du chat. qui change le bac du chat. Non, je pensais vraiment que tu avais changé. Moi, je pensais vraiment que... Si tu veux sortir avec une copine, tu organises la babysit de notre fille. Hein. Donc le chat ou la fille? La babysit. Tu laisses la fille à la maison. Tu sors avec tes copines. La babysit reste à la maison. Ce canapé, Blanc. ce Il fauteuil, est à moi. oui, C'est mon fauteuil. il te fait du bien, quoi. C'est quoi exactement? C'est mon fauteuil. Tu sais ton fauteuil, je dois être honnête, hein. T'es vraiment comme ta mère. Ta mère et toi, vous avez un goût débile pour les fauteuils. Il est blanc le fauteuil. Et ta mère aussi, il est blanc, ton fauteuil. On sait même pas s'y asseoir à deux. Ah, j'ai oublié. T'as oublié qu'on était deux? J'ai oublié que c'était que mon fauteuil, que parfois tu l'aimais bien aussi et que c'était donc plus mon fauteuil. Tu veux dire que ce n'est plus mon fauteuil? C'est mon fauteuil que tu t'accapares, mais c'est bien, c'est un moment que j'aime bien avec toi, dans ce fauteuil qu'on partage, mais c'est... C'est un moment que t'aimes bien avec moi. Mais oui, Être- c'est même mon moment préféré. Tu me l'avais jamais dit. J'ai toujours pensé que ce fauteuil... je t'ai déjà demandé plusieurs fois de me parler ensemble de ce projet que tu fais. Tu fais comme si tu n'entendais pas. Le fait de s'asseoir à deux, c'est un vrai projet dans ce fauteuil. Tu ne dis pas, quoi. C'est un vrai projet. Et c'est un moment que j'apprécie particulièrement. Chouette. Écoute, tu sais que moi aussi j'ai un petit projet pour nous deux. Ah bon? Oui. C'est normal que la voiture soit ouverte? Arrête de faire ton Calimero, hein. Ok. Ça sert à rien que je t'explique, tu comprends pas. Allez, j'arrête parce que c'est trop bien. Waouh! Waouh, bravo, hein, vous avez bien capté en tout cas. Visiblement, les jeux de pouvoir font partie de votre vie. Et les luttes de pouvoir aussi. Et les luttes de pouvoir aussi. On est en plein dans le sujet. Bon. Je vais vous parler d'un sujet énorme, mais assez brièvement, parce que ça pourrait faire l'objet de toute une conférence. C'est la colère. Bon, vous avez entendu, on a écrit un bouquin là-dessus. La colère, cette émotion mal aimée. Si j'en parle, c'est parce que je pense que dans le conflit, et vous aurez compris que nous sommes plutôt favorables à ce que les conflits soient explicites, soient ouverts, à ce qu'ils ne soient pas feutrés. Donc, dans un conflit ouvert, la colère va forcément avoir sa place. Je vous rappelle que c'est une émotion de base, au même titre que la joie, la colère et la tristesse. Donc, la colère est une partie importante de nos vies. Pourquoi est-ce qu'on a appelé notre livre « La colère, cette émotion mal aimée » ? Parce qu'elle est mal aimée pour une raison principale, il y en a plusieurs, mais je n'en retiens qu'une, qui est la confusion avec la violence. Personne n'a envie d'être violent, personne n'a envie de subir de la violence, mais pour reprendre
l'expression de Carole de tout à l'heure, jeter le bébé avec l'eau du bain. Jeter le bébé colère avec l'eau du bain violence, c'est très dommage. La colère est une magnifique émotion de vie, c'est une énergie de feu. C'est une énergie qui permet de dire stop, qui permet de dire je ne suis pas d'accord, ça ne me convient pas. Et de le dire avec force. Ça n'a pas de sens de dire sur un ton calme et doucereux il faut que je te dise, chérie, je suis très en colère. Ça ne marche pas. Il faut le dire avec force, avec intensité, avec puissance. Et c'est une émotion qui a un effet extrêmement important parce qu'elle permet à celui qui ose y entrer et qui ose l'exprimer d'exister. Si je suis en colère, j'existe, je ne peux pas ne pas le sentir, je suis dans la force, dans la puissance de cette belle émotion qu'est la colère. Comme nous le disons dans notre livre, colère et amour font bon ménage. Ça paraît étonnant comme phrase, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec cette phrase. Pourquoi ? Parce qu'ils la confondent avec la violence. J'en dis pas plus sur la colère. Si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez lire notre livre. Pub. Très bien tout ça, mais alors vous pouvez aussi légitimement vous poser la question, est-ce qu'il est possible d'éviter les conflits ? Oui. Parce que si nous défendons la juste place des conflits, pas non plus devenir, il ne faut pas en faire une addiction. Il ne faut pas considérer qu'une journée est ratée parce qu'il n'y a pas eu de conflit, ce serait tout à fait exagéré. Donc oui, c'est possible d'éviter les conflits, et je vais vous proposer pour ça 2 pistes. La première, c'est l'anticipation-négociation. Et plutôt que de la théorie, nous allons vous proposer un petit sketch, une petite histoire vécue. Oui, mais moi, j'ai pas. Toi, tu as, mais moi pas. Alors, c'est une petite situation qui met en présence Fabrice et Nicolette. Donc, ça n'a rien à voir avec nous, hein. Fabrice et Nicolette sont mariés, ils sont parents de 2 adolescents. Et la mère de Nicolette a téléphoné pour les inviter, avec les enfants, à partager son repas de midi dimanche prochain. C'est Nicolette qui a répondu au téléphone et elle a accepté l'invitation de sa mère. Première phase, la dispute. Ma mère a téléphoné, elle nous invite à manger dimanche. Ah bon ? Et qu'est-ce que tu as dit ? Ah bah j'ai dit oui. Sans me demander mon avis, bah t'es gonflé. Enfin, j'ai pensé, ça fait un moment qu'on n'est pas allé, donc je pouvais dire oui sans te demander. Mais c'est pas ce que je te dis juste que tu aurais pu me demander mon avis avant d'accepter. Bon, ben t'es pas libre. Oh, enfin, tu m'écoutes, oui ou non ? Je ne supporte pas que tu prennes des décisions qui me concernent sans que nous en ayons parlé. C'est pourtant simple, non ? Bon, tu veux que je téléphone pour lui dire que tu vas pas ? Tu fais exprès ou quoi ? Je veux qu'on en parle, qu'on discute, tu peux comprendre ça ? Ok, ben je suis là, discutons. Oui, ben non, pas maintenant. Moi, je suis furieux, j'ai besoin de me calmer et je te dirai quand je serai prêt. Ok. Pas trop loin parce que dimanche, c'est bientôt. D'accord. Il faut que je sache si je décommande. Donc ça, c'était la première phase, la dispute. La dispute. Deuxième phase, la négociation. Technique de communication. Alors, la deuxième phase, elle peut se passer selon les tempéraments, quelques minutes, quelques heures ou quelques jours plus tard. C'est-à-dire le temps dont j'aurai besoin pour me calmer et pour revenir vers Nicolette en disant « ok, d'accord, maintenant on peut parler ». Plus on exerce la négociation, plus c'est vite. On y arrive vite. C'est vrai. Donc, je suis prêt à parler de cette invitation. Je suis d'accord d'y aller, mais je veux qu'on négocie les conditions. Ok. Donc, l'idée, c'était d'aller manger chez ma mère et de partir vers 11h. Ça te va ? Dimanche, 11h. Non, ça ne me va pas. Je vais à la piscine avec Régis et je ne serai pas rentré avant 11h30. Donc, je propose qu'on parte à midi. Ok, midi, ça va.
Et alors on mange après, et en fait ma mère après elle aimerait bien qu'on aille chez sa sœur. Pour le goûter, tu sais, avec les enfants et tout ça. Encore. Je pensais bien que ça te plairait pas. Encore. Non, ça ne me va pas. Et je te signale que ça ne va pas aux enfants non plus. Ils m'ont encore dit récemment, allez chez grand-mère, d'accord, mais chez tante Yvonne, non. Oui, je sais, c'est un peu trop. Mais bon, c'est important pour ma mère d'y aller, et en fait, elle ne sait pas y aller parce qu'elle ne conduit pas, et elle est obligée, il faut la conduire, quoi. Donc elle profite qu'on est là pour aller la voir. Alors, Ouais. c'est pour ça que j'ai accepté. C'est un bon argument. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que... Alors, écoute, moi, voilà ce que je propose. Après le dîner, tu me conduis avec les enfants à la gare. Je rentre en train à Bruxelles. Toi, tu vas avec ta mère chez tante Yvonne et tu rentres à ton aise quand tu veux. Ok, ça me paraît bien, ça me paraît correct. Top là? Top là. Négociation réussie. Alors, une objection qui est souvent faite à cette façon de procéder, c'est que ça prend du temps. C'est vrai. Ça prend du temps. Négocier, ça prend du temps. Est-ce que c'est du temps perdu? J'espère que c'est une évidence pour vous que non. Et que grâce à ces 10 minutes de négociation, on évite un dimanche dont tout porte à penser qu'il se serait passé d'une façon catastrophique s'il n'y avait pas eu négociation pour trouver une formule qui convienne à tout le monde. Donc, je pense que ça n'est pas du temps perdu. Alors, une remarque encore au sujet de la négociation. Très souvent, l'un des deux partenaires est réticent à négocier parce qu'il est convaincu, à tort ou à raison, mais en tout cas c'est sa conviction, qu'il part perdant dans la négociation, qu'il se fait toujours avoir. Alors pourquoi est-ce que cette conviction s'installe? Ça peut être pour différentes raisons, mais c'est souvent parce que celui-ci ou celle-là a moins de facilité d'expression, a moins de facilité avec la parole, et donc se dit, mais la négociation, c'est une histoire de parole. Moi, je suis moins rapide sur la balle, j'ai moins l'usage des mots, donc ça m'handicape terriblement, donc je risque d'être perdant dans la négociation. Parfois, ça peut aussi être parce que l'un ou l'autre a le sentiment qu'il ne peut jamais aller au bout de ce qu'il a à dire, qu'il a un partenaire qui réagit très vite et que déjà au milieu de la phrase, il ou elle est interrompu, ce qui évidemment ne facilite pas la négociation. C'est une vraie difficulté, il n'y a pas de baguette magique pour sortir de ça, mais il y a une piste intéressante et qui est la deuxième piste que je vous propose pour limiter les conflits, pour éviter les conflits. C'est un outil que certains d'entre vous connaissent. Si vous avez lu notre livre sur la communication intime dans le couple, vous aurez découvert cet outil, ou si vous nous avez déjà entendu en conférence, vous nous avez déjà entendu en parler, parce que c'est un outil que, j'allais dire que nous vénérons. Peut-être que le mot est excessif, mais c'est vraiment un outil que nous pratiquons nous-mêmes depuis plus de 20 ans et qui nous enchante, qui nous ravit, dont nous sommes persuadés qu'il améliore considérablement la qualité de notre relation. Donc, l'écoute silencieuse, puisque c'est de ça dont il s'agit. Alors, comme le nom l'indique, j'y reviendrai, c'est une manière de parler où on s'écoute mieux que d'habitude. Mais d'abord, un mot du cadre, parce que pour que ça marche, il faut créer le cadre, c'est important. Créer le cadre, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas être interrompu. Donc, ça veut dire pas de téléphone, pas de GSM, pas de smartphone. Ça ira? Il faut aussi avoir du temps devant soi, ce n'est pas quelque chose qu'on fait entre deux portes, et spécialement pour les hypoglycémiques, il ne faut pas avoir faim. Alors l'écoute silencieuse, comme le nom l'indique, est une forme de communication où il y en a un qui parle et il y en a un qui écoute. Mais la caractéristique spécifique, c'est que celui qui écoute prend l'engagement de ne jamais interrompre l'autre. Ça veut dire pas de questions,
pas de commentaires, pas de suggestions, pas de oui mais, pas de mais je comprends pas bien ce que tu dis. Non, on s'installe dans ce que j'appelle une posture de réceptacle. Et c'est une expérience intéressante parce que notre culture favorise beaucoup, il suffit d'ouvrir la télévision si vous en avez une, j'espère que non, et que vous regardez un débat, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, en fait, pourquoi est-ce que les participants à un débat ne s'écoutent pas? Parce que pendant que l'autre parle, ils sont en train de penser à ce qu'ils vont dire. C'est surtout ça qui fait qu'il n'y a pas d'écoute. Ils sont en train de préparer avec intelligence les choses extraordinaires qu'ils ont à dire. C'est un bon moyen pour ne pas être vraiment attentif à ce que dit celui qui parle. Donc, tant que celui qui parle n'a pas dit « j'ai fini », c'est son temps de parole. Ça veut dire que ça peut durer longtemps, qu'il peut y avoir des silences, et c'est important. Je parlais tout à l'heure du rythme qui est variable selon les personnes. Il y a des personnes qui parlent très vite, très facilement, et d'autres qui ont besoin d'un autre rythme, qui ont besoin de prendre du temps pour voir clair dans leurs idées avant de les exprimer. Donc ce cadre-là permet à ces hommes et femmes éventuellement plus lents d'avoir tout le temps, de ne pas être sous pression, de ne pas devoir se battre pour garder la parole, puisque aussi longtemps que les mots n'ont pas été dits « j'ai fini », c'est le temps de parole de celui qui parle. Ça permet aussi, le cas échéant, d'accueillir les émotions, principalement tristesse et colère, et de faire l'expérience, parfois difficile pour les hommes, que c'est tout à fait possible d'être simplement réceptacle aussi de ces émotions, comme des paroles. Autrement dit, qu'il n'y a rien à faire avec ces émotions. Simplement, mais ce n'est pas rien, permettre qu'elles s'expriment. Alors, un des bénéfices considérables de cette façon de communiquer, c'est que ça permet, et c'est pas rien, d'échapper au jeu stérile et frustrant, mais très fréquent du « c'est vrai, c'est pas vrai ». Donc imaginez par exemple un échange qui commence et madame dit à monsieur « j'ai pas aimé l'autre soir que tu dises chez nos amis que j'étais toujours en retard ». Et immédiatement, monsieur dit « c'est pas ça que j'ai dit ». « Mais si, c'est ça que tu as dit ». « Mais non, c'est pas ça que tu as dit ». Alors, comme on n'a généralement pas d'enregistrement, chacun va un petit peu rester sur la conviction « mais évidemment, c'est ça que tu as dit ». « Mais non, c'est pas ça que j'ai dit ». C'est pas très très intéressant de rester à ce niveau-là. Donc, l'écoute silencieuse permet de dépasser ce stade stérile et peut-être permettra à madame de poursuivre. J'ai pas aimé que tu dises ça parce que je me sens très fragile à ce sujet. Je sais qu'il m'arrive souvent d'être en retard, mais j'ai plus besoin de ton soutien que de tes critiques. Et si cette dernière phrase est suivie d'un silence, il est probable qu'elle va plus facilement pénétrer non seulement dans la tête de celui et de celle qui écoute, de celui en l'occurrence, mais aussi dans son cœur. Alors, à quel rythme pratiquer l'écoute silencieuse? C'est évidemment à chaque couple d'en décider. Tous les jours, ce n'est pas une bonne idée, et tous les ans non plus. Donc nous, c'est tous les mois, mais voilà, c'est un exemple. Vous pouvez réfléchir à un rythme qui vous conviendrait. Une chose essentielle, c'est, quand une écoute silencieuse est terminée, c'est de fixer immédiatement la suivante. Parce que sinon, le temps passe. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va attendre un moment difficile, un moment de crise, pour dire « Ah, si on faisait une écoute silencieuse ». Ce qui est une bonne idée, mais ce qui est seulement une demi-bonne idée. Parce que si, supposons qu'on fasse une écoute silencieuse ce soir et qu'on fixe la suivante au 4 mai, il est possible que le 4 mai soit une période où tout ira bien entre Carole et moi. Ce sera un moment paisible, où il n'y aura pas vraiment de tension ou de conflit ou de difficulté, où on aurait passé un mois plutôt agréable. Donc, l'écoute silencieuse du 5 mai va être l'occasion de se dire ces choses agréables, de se dire combien c'était un chouette mois, le mois qui vient de s'écouler, de se dire combien c'est chouette de partager la vie, combien c'est gai d'être ensemble, de faire l'amour ensemble, de vivre ensemble, d'avoir des projets communs, de faire des conférences ensemble. Et c'est important ça, parce que sinon,
la communication, et notamment dans sa forme d'écoute silencieuse, risque de se limiter seulement quand c'est difficile, quand on a des choses conflictuelles à dire, des choses peu agréables, qui peuvent être, le dernier mois, ça a été difficile pour moi, je me suis senti beaucoup moins amoureux, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait l'amour pendant tout le mois. Donc ça dépend, il y a des moments faciles, il y a des moments difficiles, mais si on s'en tient aux moments difficiles, alors on va être réticent à la communication en disant « Oh là là, qu'est-ce que je vais encore entendre ?» Donc, vraiment, c'est important de la pratiquer régulièrement avec la conviction que forcément, ça va de temps en temps tomber sur un bon moment. Alors, quel sujet aborder lors d'une écoute silencieuse régulière? C'est aussi évidemment à chaque couple d'en décider. Personnellement, nous abordons chaque fois l'état de notre relation au point de vue affectif, au point de vue sentimental, au point de vue émotionnel et au point de vue sexuel. Celui qui parle le premier, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, et on note dans l'agenda qui a parlé pour s'en souvenir la fois d'après. Celui qui parle le premier, c'est comme ça qu'on fait, se sert de l'agenda pour se remémorer les temps forts du mois écoulé. Et donc, à ces deux sujets de base, l'état de notre vie affective et l'état de notre vie sexuelle, on peut ajouter toutes les questions qu'on veut. On peut parler des enfants, on peut parler de l'argent, on peut parler de tout ce qui... des familles d'origine, on peut parler de la jalousie aussi qu'on a pu éprouver ou du désir qu'on a pu avoir pour des tiers. C'est important de pouvoir mettre des mots là-dessus, de ne pas être dans le déni. Deux brèves remarques encore pour terminer. Il est évidemment possible en cas d'urgence de prévoir des écoutes silencieuse intermédiaire, parce que si vous avez un truc sur la patate et que vous dites « Ouh là là, c'est dans 28 jours », ça va être difficile. Et donc, s'il est essentiel de respecter le cadre, c'est-à-dire vraiment, quand on est celui qui écoute, de ne pas interrompre, de ne pas poser de questions, de s'installer dans la position de réceptacle. Par contre, une fois que chacun a eu son temps de parole, on peut évidemment convenir d'un moment d'échange libre où on se parle, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans une rigidité extrême, mais seulement après que chacun ait eu son temps de parole. Si vous décidez, comme je l'espère, si ce n'est pas déjà fait, d'installer l'écoute silencieuse dans votre relation de couple, vous verrez que c'est un magnifique cadeau que vous faites à la relation. Vous pouvez avoir une explication de l'écoute silencieuse dans notre livre, mais tu ne m'avais jamais dit ça. Ding dong. Je te repasse la parole. Oui, alors voilà, maintenant je vais me lancer dans quelque chose d'un peu plus personnel. Des réflexions qui me sont venues à l'occasion de notre travail sur ce thème du rapport de force. Donc je vais essayer, voilà, je parle de moi, j'ai conscience que c'est peut-être des choses que je vais dire qui sont sujettes à polémiquer, mais bon, je prends le risque. Donc, dans l'idéal, parce que moi j'ai cet idéal d'égalité au sein du couple, j'observe plusieurs choses qui sont difficiles, auxquelles il faut être attentif. La première, c'est important de se demander chacun comment je prends les décisions dans tel ou tel domaine. Est-ce que je prends ces décisions pour ma satisfaction personnelle ou est-ce que je prends ces décisions pour l'épanouissement de mon couple? Par exemple, si je vais changer de travail, est-ce que c'est quelque chose dont je vais parler dans mon couple parce que ça va avoir des incidences, peut-être de salaire, peut-être de lieu de vie, ou bien je le fais parce que voilà, c'est plus important pour moi, ma carrière. Ou des choses peut-être moins fortes, comme par exemple, la semaine prochaine, j'ai quelque chose tous les soirs, et sauf le jeudi soir, mais tant pis, jeudi soir, j'ai une proposition d'aller au cinéma, je vais quand même sortir avec cette copine, on ne va pas se voir de la semaine, c'est pas grave, ou c'est pas important. Donc là, je fais un choix plutôt personnel, plutôt que de me dire, non quand même, toute une semaine sans une soirée en couple, c'est trop, donc il faut que je consacre aussi cette soirée-là et que je refuse ma copine qui veut m'emmener au cinéma. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose,
aussi qui m'est venu beaucoup en entendant aussi la dernière conférence. C'était important pour les femmes d'accepter l'idée de leur pouvoir. Je pense que c'est important pour les hommes aussi. Ils ont du pouvoir et ils ont abusé de leur pouvoir dans le passé. Et donc c'est un mot qui est encore difficile pour certains hommes de se réapproprier. Mais je pense que pour les femmes, c'est aussi très difficile d'accepter l'idée du pouvoir. Les femmes n'aiment pas l'idée d'avoir du pouvoir, n'aiment pas l'idée de pouvoir. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a toujours été seconde? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la force physique et on se dit non, dans un conflit, c'est pas possible, donc voilà, je n'ai pas de pouvoir? Ou bien est-ce que c'est la confusion entre pouvoir et abus de pouvoir et on ne veut pas être dans l'abus? Mais je trouve que c'est dommage parce que les femmes ont un pouvoir et elles ne leur accordent pas assez de valeur. Et enfin, la troisième chose, et je me resterai un petit moment là-dessus, c'est, je trouve qu'il est temps de redonner ces lettres de noblesse aux tâches et aux activités de la maison. Parce que ces tâches et ces activités de la relation et de la maison ont un impact énorme sur la qualité de vie de tout le monde, du couple, des enfants, des amis et de la société en général. Et je pense que... Oui. Donc, j'ai essayé d'expliquer. Dans le passé, le rapport de force se partage... Pourquoi je le rattache à l'histoire du rapport de force? Dans le passé, les femmes avaient le pouvoir à la maison. C'est elles qui géraient tout ce que j'ai mis tout à l'heure dans les tâches de la sphère privée. Et les hommes avaient le pouvoir à l'extérieur. Les rôles étaient très bien définis. Les femmes avaient le pouvoir à la maison, et aujourd'hui, elles l'ont toujours. Elles ne le vivent plus comme un pouvoir, mais plutôt comme une corvée à assumer. Les femmes ont le pouvoir à la maison, et c'est là où je vais peut-être être polémique, et elles ne veulent pas le partager. Du coup, elles s'épuisent à tout faire, et en plus, elles râlent. Elles se perçoivent comme des victimes. Mais ce genre de victimes, dont Serge en a parlé tout à l'heure, elles ont un pouvoir égal en intensité à leur bourreau, même s'il se manifeste différemment, par de la lourdeur, par de la râlerie, par de la mauvaise humeur, par de la fatigue. Et donc, c'est comme si elles ont encore le pouvoir, mais elles ne veulent pas le lâcher. Dans bien des domaines de la maison et de l'éducation, on l'entend. Combien d'hommes ne témoignent pas qu'ils ont entendu leur femme dire « Ne fais pas ça comme ça, fais ça comme moi je veux, fais ça comme moi je te dis que tu dois faire. » Alors elles ne le disent peut-être pas aussi clairement, mais « Non, ne coupe pas les carottes comme ça, on coupe les carottes comme ça. Enfin, mets ça dans la poubelle, non, ça ne va pas dans cette poubelle, dans l'autre poubelle. » Donc, elles sont les premières à dire... Moi, j'ai entendu un nombre de femmes incroyables quand j'ai dit « Mais partagez un peu votre pouvoir à la maison. Vous vous plaignez que vous avez trop à faire. Partagez avec les hommes. Les hommes aujourd'hui, ils écoutent, ils ont envie, ils veulent bien. Ah non, je le fais moi-même parce que c'est plus vite fait, c'est mieux fait. » Si ça, ce n'est pas une position de pouvoir, alors je ne sais pas ce que c'est. Et d'ailleurs, les hommes, même les hommes bien intentionnés, au départ, ils laissent tomber l'aide qu'ils pourraient fournir, ou même de prendre le pouvoir dans certains domaines de la maison, parce qu'ils se disent, de toute façon, c'est jamais bien. Donc, aujourd'hui, les femmes sont responsables à 80 et voire 90% de la vie de la maison et de la famille. En tout cas, dans tout ce qui concerne la maison. Et elles trouvent ça lourd. Et elles ont ce pouvoir-là, et elles le trouvent lourd, mais elles ne veulent pas le partager. Parce qu'il ne fait pas bien, il ne fait pas comme je veux, donc je veux qu'il m'aide, mais je veux garder le pouvoir. Alors je suis sûre que par un effet d'équilibre naturel, si les femmes donnaient plus volontiers le pouvoir aux hommes de la maison, c'est-à-dire qu'elles acceptent qu'ils fassent les choses à leur manière dans certains domaines qu'ils prennent en charge,
elles auraient plus de pouvoir à l'extérieur, par un équilibre d'abord, l'homéostasie dont on parle, mais aussi à cause du temps. Si les hommes doivent commencer à gérer toutes les courses, la cuisine, la lessive, par exemple, ben, ils n'auront plus le temps d'être tout le temps à l'extérieur. Il faudra qu'ils soient là. Hein. Donc, il y aura un équilibre, à mon avis, qui peut se faire. Malheureusement, ce travail à la maison, il n'est pas rémunéré. Et donc, il a perdu de sa valeur aujourd'hui, puisque c'est l'argent qui est synonyme de pouvoir. Donc, les femmes veulent travailler, elles veulent avoir leur mot à dire sur la société, elles veulent avoir du pouvoir en dehors de la maison, et elles ont raison. Donc, dans cet espoir d'une nouvelle société où femmes et hommes sont acceptés dans leurs différences, dans une posture de face à face, je pense qu'il est important de revaloriser ces tâches dites féminines, autant chez les hommes que chez les femmes. Les femmes, dans le temps, qui étaient responsables de toute cette sphère privée, elles avaient un pouvoir énorme sur la qualité de vie de la société. Mais ça n'a pas été valorisé. Au contraire, ça a été diminué. Ça a été vu comme des corvées, comme quelque chose qui valait rien. Et on voit où on en arrive aujourd'hui, quoi. Donc pour moi, revaloriser ces tâches, c'est vraiment fondamental pour la qualité de vie de toute une société. Qualité de l'environnement dans lequel on vit, qualité de la nourriture qu'on mange, qualité de présence, est-ce qu'on est stressé, fatigué parce qu'on n'a pas le temps. Donc revaloriser ces tâches, pour moi, ça fait partie d'un des fondamentaux de changement de société. Hommes et femmes doivent en être acteurs. Donc je ne suis pas du tout pour le retour des femmes à la maison, hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis pour un partage du pouvoir en ville, au travail, dans la société, et un partage à la maison. Je crois que les femmes ne sont pas des superwomen qui peuvent tout gérer, à la fois la maisonnée, comme par le passé, et aller travailler. Elles doivent accepter de partager ce pouvoir. Les hommes doivent accepter de partager ces tâches. Et il n'y a pas que des tâches agréables, c'est vrai, mais travailler, ça n'est pas que agréable aussi. Hein, c'est aussi parfois difficile d'aller travailler le matin, de se coltiner des contrats difficiles ou un boss. Je veux dire, c'est aussi difficile, donc il n'y a pas que du plaisir. Hein. Et il faut mais les hommes doivent avoir une marge de pouvoir suffisante à la maison pour pouvoir avoir envie de s'y mettre et de ne pas seulement être confinés comme petites mains pour les tâches désagréables. Donc voilà, ça c'était mon côté un peu polémique. C'est bizarre pour une féministe de dire ça, mais pour moi c'est cohérent. J'espère que j'arrive à passer mon idée, quoi. Oui. Donc, conclusion sur toute la conférence. Rapport de force et amour sont compatibles, ça Serge l'a beaucoup dit. Pas de solution générale, mais vraiment à chaque couple de discuter son rapport de force sans le diaboliser. Chacun peut définir ses responsabilités, la manière dont ça se répartit et essayer de mettre à jour les luttes de pouvoir et la culpabilité. Prendre en considération que cet équilibre n'est pas stable et qu'il change selon l'âge des personnes et la durée de vie du couple. Et il y a aussi des événements personnels qui peuvent changer, comme si on devient parent ou on tombe malade, ou on a un choc de vie qui transforme nos valeurs, ou des événements extérieurs comme des déménagements ou des décès dans notre entourage, des licenciements, donc qui vont changer la donne et qui font qu'on doit revoir un peu le partage du pouvoir. Et donc chaque étape, avec conscience, on peut évaluer le pouvoir de chacun et faire les changements qui sont nécessaires.